Tout d'abord, merci d'être là si nombreux. C'est impressionnant, mais merci d'être là. Je m'appelle Jacqueline Sarem et je suis présidente de l'association Perche Avenir Environnement qui organise cette conférence ce soir. Tout d'abord, je tiens à remercier la mairie, je vais être brève, mais je tiens quand même à remercier la mairie de Préaux-du-Perche qui nous prête gracieusement la salle des fêtes. Je remercie aussi tous ceux qui ont œuvré pour que puisse se tenir cette conférence, des membres de PAE, mais pas seulement, plein de bonne volonté. On vous remercie chaleureusement. Et puis alors une mention spéciale pour David Comachal, qui a eu la gentillesse de nous prêter pour ce soir son exposition. C'est exposition que peut-être certains vous avez pu le voir à l'écomusée, et donc qui nous a permis de vous offrir une belle salle de conférence. Voilà. Donc notre invité de ce soir n'est certainement pas un inconnu pour vous, peut-être. Mais si vous le permettez, Monsieur Dufumier, je vais quand même vous présenter un peu. Donc, Monsieur Dufumier est ingénieur, agronome, vous compléterez, est ingénieur, agronome, enseignant, chercheur. C'est un scientifique engagé et reconnu. Depuis de nombreuses années, Monsieur Dufumier défend l'idée qu'une autre agriculture, respectueuse de l'environnement est possible. Il a eu la gentillesse d'accepter de venir ce soir à Préaux-du-Perche pour nous rencontrer. Il va nous expliquer et nous présenter cette agriculture, agroécologie, agriculture de demain, et puis il nous fera peut-être part d'expériences positives, porteuses d'espoir, qui existent déjà. À la suite de sa conférence, nous avons prévu un débat. Nous souhaitons un débat ouvert, respectueux et constructif. Après le débat, vous pourrez continuer vos échanges autour d'un pot auquel vous êtes tous cordialement invités. Vous pourrez, bien sûr, on remettra en place l'exposition de David qu'on a un peu bousculée. Excuse-nous David, mais voilà. Vous remarquerez aussi que sur la table du fond, nous avons une table de presse sur laquelle vous trouverez deux publications de Monsieur Dufumier. Vous trouverez aussi les catalogues de l'exposition de David, et vous trouverez aussi le livre d'Alexandra Céalis qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez l'Harmattan. Elle est présente dans la salle, vous la connaissez peut-être parce qu'elle a tenu une conférence il y a presque un an, presque un an maintenant, à Nocé. Et donc elle est présente dans la salle et je suis sûre qu'elle se fera un plaisir de répondre à vos questions. Monsieur Dufumier, la parole est à vous. Oui, donc bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va essayer de discuter ensemble un petit peu donc, sur le thème, quelle agriculture pour demain. Et donc, je vais essayer, comme je suis bavard, j'espère que vous m'indiquerez le temps si je dépasse, mais j'essaierai aussi de répondre à vos questions, écouter vos commentaires. Alors, pour commencer, on peut rappeler déjà les enjeux, je crois, très largement partagés. En général, ce n'est pas là où se situent les éventuels désaccords. Parmi les enjeux de première importance, il y a quand même nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière.
c'est ambitieux, mais nourrir l'humanité tout entière, c'est une population croissante. On est 7,3 milliards d'habitants aujourd'hui à l'échelle pour le monde entier. On sera sans doute plus de 9 milliards et demi en 2050. Donc il y a un accroissement démographique, c'est de l'ordre de plus 40-50% dans les 35 années qui viennent. Il y aura une demande en alimentation pour nourrir correctement les gens qui va s'accroître du fait de l'accroissement démographique. Mais nourrir correctement l'humanité tout entière, il y aura quelques bonnes nouvelles quand même ce soir, je vous le dis tout de suite, mais déjà aujourd'hui, dans certains pays, vous prenez la Chine, vous prenez le Vietnam, vous avez des gens qui consommaient, qui étaient végétariens par manque de pouvoir d'achat, et qui commencent à consommer quelques œufs, un peu de lait, un peu de viande. Mais comme il faut entre 3 et 10 calories végétales pour fabriquer une calorie animale, si dans les pays qu'on qualifiait de pauvres, de moins avancés, les pays du tiers-monde, on disait autrefois, il émerge des gens qui ont la capacité, et pour eux c'est vraiment une alimentation de qualité. La qualité, chez nous, c'est peut-être justement commencer à remplacer les viandes rouges par des légumes secs. Mais dans un grand nombre de pays, sachez qu'avoir enfin accès à quelques œufs, un peu de lait, un peu de viande, c'est génial, quoi. Et du coup, ça veut dire que dans les 35 ans qui viennent, il faut se préparer à ce qu'il y ait une demande en production végétale pour nourrir l'humanité tout entière, que ce soit directement ou que ce soit indirectement via les animaux, qui va plus que doubler. Donc voilà, ça donne quand même un ordre de grandeur. Nourrir l'humanité tout entière. Alors correctement, donc, c'est un équilibre entre l'énergie, les kilocalories, les protéines, les vitamines, les minéraux, les fibres, les antioxydants. Au fond, nourrir correctement, c'est une alimentation équilibrée. On parlera beaucoup des calories et des protéines, mais il faut aussi les vitamines, les minéraux, les fibres, les antioxydants. Donc, une alimentation équilibrée. Nourrir correctement, c'est aussi que il n'y ait pas de salmonellose, qu'il n'y ait pas de listériose. Et là, il faut être honnête. Si l'espérance de vie s'est accrue en France jusque l'an dernier, c'est entre autres parce que dans notre alimentation, il y a beaucoup moins de microbes qu'autrefois, et en particulier, je cite, listériose, salmonellose, il y a eu des progrès considérables, et c'est quand même dans l'alimentation, et ça y est pour beaucoup, dans le fait que l'espérance de vie en France s'est accrue. Sauf que le problème aujourd'hui devient très différent. On commence à craindre les hormones dans le lait, bon, en principe, il ne devrait pas en avoir. On craint, là par contre, les antibiotiques dans la viande, et on commence à parler d'antibiorésistance, c'est-à-dire qu'à force d'ingurgiter des antibiotiques dans la viande, quand on a besoin d'antibiotiques pour se guérir contre un certain nombre de microbes, ça ne fonctionne plus. Et ça, c'est quand même une vraie menace. Et puis aussi, là, on en commence à en parler de plus en plus sérieusement aujourd'hui, il y a toute une série de molécules qui sont souvent des résidus de pesticides, qui sont ce qu'on appelle, alors le jargon, c'est des perturbateurs endocriniens, mais qui perturbent le fonctionnement de nos glandes hormonales, dont la thyroïde. Et le problème, la prédiction scientifique, c'est que la jeune génération qui a été exposée à ces molécules-là, depuis in utero, le fœtus, jusqu'après la puberté, on leur prédit une espérance de vie en bonne santé, je ne parle pas d'espérance de vie totale, mais l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans Parkinson, sans Alzheimer, sans cancer de la prostate, sans cancer du sein, sans lymphome et sans leucémie, on leur prédit une espérance de vie de 10 ans inférieure aux gens de ma génération qui, quand nous étions fœtus, n'étions pas exposés à ça. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est une prédiction scientifique, et dans un certain nombre de conférences, mes contradicteurs, et les contradicteurs de l'UIPP, l'Union interprofessionnelle des protections des plantes ou produits pesticides, me disent, Monsieur Dufumier, ce que vous dites là, ce n'est pas avéré. Et je me dois de dire qu'ils ont raison, ce n'est pas statistiquement avéré. Ce n'est que dans 45 ans qu'on pourra vérifier, on connaîtra la moyenne d'âge des gens de ma génération, quand est-ce qu'apparaît Parkinson, la maladie de Parkinson, les tremblements, quand est-ce qu'apparaît la maladie d'Alzheimer, la perte de mémoire, quand est-ce qu'apparaît les cancers hormonodépendants qui dépendent du fonctionnement hormonal. On connaîtra la moyenne d'âge d'apparition de ces maladies pour les gens de ma génération, on commencera à voir ceux des tout jeunes. Mais donc c'est dans 45-50 ans qu'on pourra dire c'est statistiquement avéré. Alors va-t-on attendre 45-50 ans alors que la démonstration scientifique existe? Ceux qui connaissent bien les molécules, ceux qui connaissent bien le fonctionnement des glandes endocrines, les glandes hormonales, la physiologie du corps humain, eux l'ont démontré. Rappelez-vous, il y a 30 ans, il y a des scientifiques qui nous annonçaient, ce n'était qu'une prédiction scientifique,
le réchauffement climatique global. Et maintenant, on commence à dire, pas tout d'ailleurs, sur certains aspects de leurs prédictions, ben oui, il y a des choses qui sont enfin statistiquement avérées. Par exemple, la date des vendanges, eh ben, la moyenne de la date des vendanges des 30 dernières années, c'est 10 jours plus précoce que les 30 années antérieures. Maintenant, on peut conclure. Il y a 30 ans, c'était difficile de conclure. Et pour ce qui est de l'incidence, parce que le réchauffement climatique global, c'est pas que un réchauffement global de la température, mais c'est un climat qui va devenir de plus en plus aléatoire. C'est des tempêtes, des inondations, des cyclones, des canicules, à la fois plus intenses et plus fréquentes. Alors là, statistiquement avéré, on commence à l'échelle mondiale de dire c'est statistiquement avéré. Mais c'est seulement maintenant qu'on commence, en additionnant les cyclones, les canicules et tout ça dans différentes parties du monde, de dire oui, ça correspond aux prédictions scientifiques des scientifiques. Mais vous voyez qu'on a mis 30 ans de retard avant de s'occuper du réchauffement climatique. Et là, aujourd'hui, les agriculteurs, dans les défis, ça va être nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, et ça va être aussi s'adapter à un climat de plus en plus aléatoire. Le contexte est franchement pas drôle. Alors vous allez voir que ça va plaider pour vieil adage paysan, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire diversifier. On dit mettre en place des systèmes de production agricole résilients, qui quand il arrive un accident sanitaire, quand il arrive un accident climatique, quand il arrive un événement extrême, ben que le revenu de l'agriculteur ne soit pas à zéro et la faillite. Et effectivement, en dispersant les activités, en dispersant les productions, si un accident affecte une production, peut-être que l'autre sera sauvé. C'est un peu vrai aussi pour les aléas du marché. Hein. Si le prix du blé est au plus bas, ben en ce moment, le prix du sucre, les gens qui font du blé et de la betterave vont peut-être s'en sortir dans les revenus cette année, non pas à cause des rendements du blé et du prix, mais peut-être parce que la betterave va être à peu près sauvée, en tout cas en termes de prix. Donc ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, diversifier les systèmes de production. Donc nourrir correctement l'humanité tout entière, c'est un peu tout ça. Durablement, ça veut dire dans la durée, alors ça veut dire le cadre de vie. Alors c'est vrai, même si nous sommes un peu éloignés du littoral breton, que les algues vertes sur le littoral breton, ça fait le plus grand dommage aux agriculteurs. Le nombre d'agriculteurs qui ne supportent plus d'être stigmatisés et de s'entendre dire alors les subventions de la politique agricole commune, les frais du contribuable, ça sert à fertiliser les algues vertes sur le littoral breton. Je veux dire, il y a quelques raisons d'être un peu énervé. Évidemment, elles existent, les algues vertes, et elles ont bien des causes agricoles. Donc là, il va falloir prendre ça. Faire en sorte que l'eau potable, il n'y ait pas d'atrazine, herbicide qui est interdit depuis quelques années déjà, mais enfin c'est celui qui est le plus rémanent et celui qui est le plus présent dans les eaux souterraines, ça nous coûte cher. Enfin, je veux dire, nos productions agricoles industrielles d'aujourd'hui qui sont capables, c'est indéniable, les rendements se sont accrus, ça on va l'évoquer, et on arrive à produire pas cher en termes monétaires. Mais ça nous coûte très cher, parce qu'on paye des impôts pour retirer les algues vertes, heureusement on ne laisse pas ça au sol breton, on paye cher pour que l'eau devienne potable et n'ait pas d'atrazine, et donc les dégâts environnementaux, on ne les paye pas dans le prix du produit, mais on les paye ailleurs. Et on n'en est pas plus riche du coup. Donc là, il va falloir aussi s'interroger. Et durablement, c'est aussi l'idée de durée, de pérennité. Et vous allez voir que je vais défendre, au moins pour un certain nombre de pays, notamment les pays déficitaires, je vais défendre l'idée d'accroître les rendements à l'hectare, et je vais même dire, pour un certain nombre de pays, il y aurait urgence de les accroître, en quantité, à l'hectare, les productions agricoles et alimentaires, mais il ne faudrait pas qu'au nom de l'urgence, on handicape la génération d'après. Donc il va falloir maintenir la fertilité des sols. Alors moi, c'est ce qu'on m'enseignait. La fertilité des sols, c'était l'humus, il ne faut pas qu'il soit érodé, il ne faut pas qu'il y ait salinisation. Et donc, oui, il ne faut pas, au nom de l'urgence, qu'on sabote l'écosystème et que les générations d'après ne pourront pas manger. Sauf que le problème de fertilité, moi, quand on m'avait enseigné la fertilité, on m'en parlait, la fertilité des sols. Mais vous pouvez maintenant élargir l'idée de fertilité à l'ensemble de l'environnement. L'une des menaces aujourd'hui en France, c'est quand même la surmortalité des abeilles. Et la surmortalité des abeilles, c'est bien une production en miel qui a diminué de moitié en 15 ans en France. Mais c'est aussi une menace sur la fécondation des pommiers, des poiriers, du tournesol, des colzas et de bien d'autres plantes. En France, on n'a pas encore atteint ce seuil. Mais aux États-Unis, dans certaines régions, oui. Dans certaines régions, les agriculteurs, ils payent des apiculteurs, non pas pour produire du miel, mais pour déplacer leurs ruches, pour faire en sorte quand même que les arbres soient fécondés.
Alors on n'en est pas là à ce sens, mais on n'en est peut-être pas loin. Donc on va devoir quand même penser durable dans la durée, la pérennité, la fertilité, les potentialités productives de ces environnements agricoles, que je vais appeler agroécosystèmes, de ces écosystèmes agricoles. Il faut absolument maintenir ces potentialités productives, y compris les potentialités pour produire éventuellement autre chose demain, si le marché demande autre chose. Voilà. Donc vous voyez que les ambitions sont, les objectifs sont quand même absolument considérables. Et évidemment, il va falloir assurer aussi un revenu décent aux agriculteurs. Je vais plaider effectivement pour une autre forme d'agriculture, et il n'y aura l'adhésion du plus grand nombre d'agriculteurs que si les revenus sont conséquents, quoi. Je veux dire, au moins décents. Enfin, je veux dire, et ça, il va falloir quand même l'envisager. Et je vais même vous dire, c'est impératif pour le bien-être des agriculteurs. Et du point de vue macroéconomique, si on pouvait enrayer l'exode rural en France, par exemple, ce serait quand même pas mal. Parce qu'il y a 10% de chômage. Quand une ferme disparaît en France, le fils, la fille du fermier qui ne reprend pas la ferme trouvera peut-être un emploi. Mais elle prend un emploi de quelqu'un qui n'en aura pas. Et quand une ferme disparaît en France, ça sert peut-être à l'agrandissement des voisins. Mais l'agrandissement des fermes voisines, ça ne crée pas d'emploi. Les voisins sont bien contents de pouvoir s'agrandir parce que ça va leur permettre, ils ont raison d'un point de vue microéconomique, d'amortir au plus vite le matériel sur une plus vaste surface. Donc il y a la course à l'agrandissement, ne serait-ce que parce qu'on est endetté et qu'il y a du matériel déjà, et si on peut le valoriser sur une plus grande surface, mais ça n'est pas l'installation de jeunes agriculteurs, et ça ne crée pas d'emploi. Or, le défi, je suis désolé, il doit être quand même des revenus décents et enrayer l'exode rural, chez nous. Alors quand un jour vous allez dans les pays du tiers-monde, je vais vous dire, les gens qui quittent l'agriculture parce qu'ils tombent en faillite, ils rejoignent les bidonvilles, il n'y a pas d'emploi dans les villes en question, et les moins pauvres des pauvres, ils essayent de traverser le désert libyen, la Méditerranée, dans les conditions qu'on voit aujourd'hui. Donc il va falloir enrayer l'exode rural là-bas aussi. Ça fait partie des objectifs. Et le contexte, je crois qu'il faut être honnête, le contexte, il n'est pas drôle du tout. On a parlé déjà du réchauffement climatique et du climat de plus en plus aléatoire. On parle éventuellement de la mondialisation des échanges et on met de plus en plus en compétition les agriculteurs de différents pays. Et j'imagine que dans le débat, il y aura des questions sur les accords avec les États-Unis, le Canada et les pays africains. Mais ça pose de vraies questions, les aléas du marché, ce qui se passe à la bourse, les prix de plus en plus aléatoires, la dérégulation des choses. À juste titre, je dirais, ça fait peur, et notamment ça fait peur à des agriculteurs et des jeunes agriculteurs à la veille de devoir investir, quoi. Un éleveur laitier s'interroge, est-ce que je vais investir dans un robot de traite? Ce serait quand même pas mal, la moindre pénibilité du travail, et ce genre de choses. Oui, mais l'endettement, c'est pour combien de temps? Est-ce que le prix du lait va rester stable? Donc de vraies questions. Donc le contexte n'est franchement pas drôle, et les enjeux sont absolument considérables. Alors allons-y maintenant, comment on pourrait s'en sortir et quel type d'agriculture? Alors il y a une première forme d'agriculture, je vous dis tout de suite, contre laquelle je suis en complet désaccord, notamment quand on parle des pays du Sud, les pays du tiers-monde, c'est l'agriculture extensive, qui nécessite de grandes extensions, et qui va toujours s'étendre aux dépens de la forêt amazonienne, la forêt congolaise, la forêt de Bornéo. Pensez qu'on nourrira l'humanité tout entière, en élargissant les surfaces, aux dépens de dernières formations naturelles. Alors là, c'est cause d'effet de serre, parce que la déforestation est une cause première de l'effet de serre dans les pays du Sud, en tout cas. Chez nous, c'est plutôt la forêt qui reprend ses droits et les loups qui commencent à arriver, je sais. Ça, c'était pour faire peur. Mais à l'échelle mondiale, l'extension de l'agriculture sur d'autres surfaces, c'est quand même c'est donc l'effet de serre, c'est les atteintes à la biodiversité, puis cette extension de surface cultivée dans les pays pauvres, je veux dire, elle se fait sur les terres les plus fragiles, parce qu'évidemment, les meilleures terres ont été occupées en premier. Donc ça, pas d'agriculture extensive. Je ne vais pas être un défenseur de l'agriculture extensive ce soir, je vous le dis tout de suite. Il va falloir accroître les rendements, notamment dans les pays du Sud. Alors, ok, une agriculture intensive. Une agriculture intensive, de quoi on va parler? Une agriculture qui est capable, au moins dans les pays déficitaires en nourriture, d'accroître les rendements à l'hectare. En France, pour les productions excédentaires, j'entends, c'est-à-dire le sucre, le blé, la poudre de lait et autres, accroître les rendements. Si ça accroît les coûts et diminue la valeur ajoutée, ça franchement, c'est pas intelligent. Accroître le rendement, c'est productif. Mais l'agriculture productive, si elle est destructive, c'est-à-dire que pour avoir de hauts rendements,
on va détruire des engrais, on va détruire des produits phytosanitaires, on va brûler du carburant, on va user des tracteurs, user des machines, parce que l'agriculture productive en France, elle est quand même aujourd'hui, l'agriculture industrielle qu'on connaît aujourd'hui, elle est hautement productive et destructive. Ce qui importe pour le revenu de la ferme France, si on parle d'une ferme unique à l'échelle des Français, c'est la valeur ajoutée. Chez nous, pour les produits excédentaires, on mange suffisamment, on n'est pas obligé de produire plus que nécessaire. Alors si vous me dites, ah ben, on va pouvoir exporter, oui, ben on en reparlera. Mais par contre, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas quand même qu'en France, notre balance commerciale, elle est excédentaire, c'est vrai, mais nous importons aussi beaucoup. Et nous importons en particulier des protéines, nous importons du soja, du tourteau de soja, pour nourrir les animaux, et ça nous coûte très cher. Et du coup, la question va être, si on cesse d'exporter du blé, si on cesse d'exporter les produits de notre agriculture industrielle, et si à la place, on commence à produire des protéines et moins importer de soja, alors là, on fera le calcul. Et vous allez voir, il y a urgence en France de produire des protéines. Mais donc, on va raisonner un peu différemment. Dans des pays où on a quand même plutôt un excédent d'aliments, on va essayer de mesurer la valeur ajoutée, c'est-à-dire le rendement avec son prix, moins les coûts de tout ce qu'on détruit, c'est-à-dire tout ce qui a été produit par d'autres, les engrais, etc., mais qu'on détruit dans le processus de production. Mais dans les pays du Sud, c'est quand même la quantité de nourriture qui importe. Donc là, on pensera accroissement des rendements. Donc, vous allez voir, je vais faire un beau plaidoyer pour une agriculture intensive. Ça va? Vous me supportez encore? Alors, quelle intensité? Ben moi, je proposerais pour les pays du Sud déficitaires qu'on ne s'inspire pas de ce que nous avons fait en France à travers une agriculture que je vais qualifier, si vous m'autorisez, d'industrielle, c'est-à-dire avec des processus de production inspirés de l'industrie. Quand je dis industriel, je ne dis pas capitaliste, mais je ne dis pas non plus conventionnel. Conventionnel, il faudrait vérifier si on a vraiment signé des conventions. Mais on a appliqué à notre agriculture, pas seulement en France, en Europe de l'Ouest, et puis aux États-Unis et ailleurs, on a appliqué à ce qui est un agroécosystème, un environnement extrêmement compliqué, des processus de production inspirés de l'industrie, avec évidemment comme objectif, ne l'oublions pas, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, produire davantage, au moindre coût, pour que les couches modestes puissent manger suffisamment. Et d'ailleurs, on y est parvenu. L'alimentation dans le budget des ménages en France était de l'ordre de plus de 30% au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est entre 12 et 14%, enfin ça varie d'une année à l'autre. En moyenne, il y a des gens pour qui c'est plus, les couches pauvres, c'est une partie plus importante de leur budget. Et ça veut donc bien dire que les prix des produits agricoles et alimentaires a diminué. Si les prix des produits agricoles et alimentaires a diminué, c'est que l'offre s'est accrue et ça a fait baisser les prix et ça a été produit à un moindre coût parce que on a appliqué ces processus de production industrielle. Alors de quoi s'agit-il? À cette agriculture à qui on reproche parfois justement l'atrazine, les perturbateurs endocriniens, tout ce genre de choses qui, effectivement, il va falloir désormais l'éviter. Mais déjà, si on s'interrogeait de pourquoi on en est arrivé là. Alors je vais vous donner 3 raisons, il y en a bien plus, mais 3 raisons principales. Et la première, elle est imputable au fait qu'il y a un peu plus d'un siècle en France, on s'est dit, la population est croissante, les surfaces sont constantes, il faut accroître les rendements. Puis on s'est adressé à des agronomes, donc à des gens qui me ressemblent. Et à ces agronomes, ces généticiens, ces expérimentateurs, on leur a dit, écoutez, il faudrait que vous mettiez au point des variétés végétales à haut potentiel génétique de rendement. Remarquez, comme ça au premier abord, oui, s'il faut accroître les rendements, pourquoi ne pas accroître le potentiel génétique, enfin sélectionner des variétés dont le potentiel génétique de rendement est très élevé. Ça paraît intuitivement, je veux dire, au premier abord, on n'a pas envie de protester contre une chose comme ça. Alors on a dit quand même 2 autres choses à ces agronomes. On leur a dit, alors si vous parvenez à mettre des variétés à haut potentiel génétique de rendement, s'il vous plaît, c'est pas pour 3 km². C'est pas pour un landerneau. La recherche agronomique coûte trop cher. C'était à l'époque, c'était l'argent du contribuable. C'était pas encore le profit des compagnies semencières. À l'époque, ça s'appelait peut-être même pas encore INRA, il y a un siècle et demi. Mais on disait, vous coûtez cher, donc
si vous arrivez à mettre une variété à haut potentiel génétique de rendement, ça va du Nord-Pas-de-Calais jusque la Camargue, de l'Alsace jusque la Bretagne, en passant évidemment par le Berry, la Normandie, le Perche et d'autres régions. Et du coup, s'il vous plaît, vous les agronomes, les généticiens, les expérimentateurs, vous nous débarrassez dans la génétique des plantes de tout ce qui est porteur de caractéristiques trop locales. Les caractéristiques d'adaptation à un petit endroit, alors là non, faites-nous des variétés les plus passe-partout possibles. Et ça paraissait logique. On investit de l'argent dans la recherche, c'est pas pour le perdre sur juste une petite surface. Alors on a dit autre chose à ces agronomes qui coûtent cher, on leur dit, alors maintenant s'il vous plaît à vérifier, mais faites vite. Et là, je ne vous cache pas, dans le monde scientifique, je vois, y compris aujourd'hui, mes collègues qui font des expérimentations, justement, là, ils disent, attendez, on va être sérieux. On nous demande de faire des essais multilocaux, dans des écosystèmes extrêmement différents, et en plus, vous voulez qu'on aille vite. Mais on ne va pas tromper les agriculteurs. On ne va qualifier une variété d'améliorée que si 95% des fois, cette variété a donné un rendement supérieur aux autres. La marge d'erreur quand on vend une semence de variété améliorée ne peut pas être au-delà de 5%. On n'a pas le droit de dire à un agriculteur, écoutez, voilà, cette variété, elle est améliorée, alors que plus de 5% des fois, elle aurait donné un rendement inférieur aux autres. Donc on se donne un très haut niveau de probabilité. Et ça paraît logique. Eh bien, je peux vous assurer que ça, c'est l'angoisse des expérimentateurs. Y compris encore aujourd'hui, je vois bien, dans les collègues qui font ce type de travail, je veux dire, l'idée que dans la nuit, les troupeaux de sangliers traversent la parcelle expérimentale, c'est une horreur. Parce que les sangliers ne choisissent pas les variétés à piétiner. Et si les sangliers piétinent une variété à haut potentiel génétique de rendement, comment puis-je très vite démontrer que 95% des fois elle donne un rendement supérieur, parce qu'elle ne donne pas 95% des fois, et elle ne donne pas 95% des fois, ça n'a rien à voir avec la génétique, ça a à voir avec le piétinement des sangliers. Donc 0 sanglier. Alors ça, c'est le plus facile. On a clôturé les parcelles expérimentales, et aujourd'hui, je ne vous cache pas, l'angoisse de mes collègues, c'est plus clôturer encore plus sévèrement contre les faucheurs volontaires. Alors, s'il y en a dans la salle, sachez que vous êtes considérés comme des animaux sauvages. Je sens que je vais me faire des amis ce soir. Mais, au-delà de la plaisanterie, on a eu le même raisonnement avec les chenilles. Et là, il n'est pas question, donc, que dans un endroit, les rendements faibles soient imputables aux chenilles, et non pas à la variété. On n'arrivera jamais à 95% des fois. Il faut qu'il y ait le même nombre de chenilles partout. Dans le Nord-Pas-de-Calais, le Camargue, la Bretagne, l'Alsace et le Perche. Alors, pour y arriver, vous savez, c'est 0 chenille. Et on avait un outil remarquable. Insecticide. Alors, il ne fallait pas non plus qu'il y ait plus d'araignées à un endroit qu'à un autre. Et on avait un outil remarquable. Acaricide. Nématode, nématicide. Mauvaise herbe, herbicide. Champignons, fongicide. Donc, oui, on est parvenu, il faut être honnête, on est parvenu très vite à mettre au point des variétés à haut potentiel génétique de rendement, sans caractéristiques trop locales, c'est-à-dire passe-partout. Encore que là, on essaye de seulement les mettre, c'est les seuls qu'on veut inscrire au catalogue, parce que l'idée de pouvoir amortir au plus vite l'investissement fait dans la recherche laisse entendre que si les paysans pouvaient ne pas s'échanger les semences, il faudrait quand même que ce soit celle-là. On a investi trop d'argent, ce serait quand même dommage qu'on laisse encore des paysans réutiliser leurs semences, ou en tout cas les échanger avec leurs voisins, en acheter d'autres. Donc on a même pour ça inscrit les variétés au catalogue, et on essaie d'empêcher au fond l'utilisation de celles qui ne sont pas inscrites. Alors, on a le droit de les utiliser, mais pas de les échanger, de les acheter et autres. Mais en plus, ces variétés sont capables de donner le rendement à la condition qu'il y ait 0 insecte, 0 chenille, 0 nématode, 0 champignon, 0 mauvaise herbe. Et du coup, oui, ils sont capables de donner le rendement, mais à la condition de mettre ces produits qui tuent, parce que les produits en seed, ça veut dire que ça tue. Alors ça tue la nématode, ça tue la mauvaise herbe, ça tue le champignon. Ah oui, mais sauf qu'aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens... Voilà. Donc, mais ce que j'essaye de vous dire là, c'est qu'à la limite, c'est des agronomes de bonne foi. C'était pas forcément des actionnaires de Monsanto. C'était des gens qui, parce qu'il fallait accroître les rendements, parce qu'il fallait faire vite, et parce que, ils se sont donné les moyens expérimentaux pour mettre au point des variétés, mais qui sont celles, effectivement, aujourd'hui, inscrites au catalogue, capables de donner haut rendement, mais qui se révèlent souvent très exigeantes, en engrais de synthèse peut-être, en irrigation parfois, et en produits phytosanitaires
à coup sûr. Alors évidemment, aujourd'hui, progressivement, on essaye d'introduire des gènes de résistance ou de tolérance à tel champignon, à tel ravageur dans les variétés. Mais bon, néanmoins, vous êtes au courant, l'agriculture industrielle aujourd'hui utilise abondamment les produits pesticides, et là c'est clair, hein, on ne peut plus. Il faudra arrêter. Alors, on a interdit l'atrazine, les agriculteurs s'en souviennent, hein, ça a été interdit brutalement, parce que trop tardivement. Et il va arriver la même chose avec le glyphosate. Il ne faut pas se tromper. Je sais qu'il n'y a pas pire chose pour les agriculteurs de leur laisser entendre « n'écoutez pas, cancérigène probable, ça ne veut rien dire, continuez ». Parce qu'évidemment, un jour, ça va être, si on ne se prépare pas, déjà, aujourd'hui, à éviter l'emploi de ces produits cancérigènes probables, perturbateurs endocriniens, c'est dès aujourd'hui qu'il faut s'y préparer. Sinon, un jour, ça va tomber, bing, comme ça. Et on ne sera absolument pas préparé. Donc, vous voyez que là, ça commence à devenir compliqué. Il va falloir produire bien, mieux, et éviter ces produits, même si les raisons pour lesquelles on les utilise et les raisons pour lesquelles il y a cette abondance de produits provient d'une recherche agronomique qui n'a pas été celle des paysans, qui a été celle de stations expérimentales faites dans les conditions que j'ai indiquées tout à l'heure. Mais il faut savoir que c'est une rupture considérable qui est arrivée là dans l'histoire de l'agriculture, le passage de semences paysannes aux semences dites améliorées. D'ailleurs, améliorées, moi je vais vous dire déjà... Depuis quand c'est les agronomes qui doivent dire le meilleur? Remarquez, moi, agronome, je me sens plus proche de Dieu. Hein. Je connais le bien, je connais le mal, la mauvaise herbe, et je connais la variété améliorée, je connais le bien. J'ai une certaine supériorité sur les autres, du coup. Non, il ne faut pas arrêter ce cirque, quoi. Ça va dépendre des conditions, et on a eu tort, déjà, de qualifier, d'améliorer, comme on a parfois tort de qualifier de mauvaise herbe. Il faudra être un peu plus intelligent, mais n'empêche que ça a été ça, l'histoire. Et je ne suis pas du tout en train de stigmatiser les agriculteurs. Je suis plutôt en train de stigmatiser ma profession. Enfin, je veux dire, on n'a pas tous non plus eu les mêmes raisonnements dans notre profession. De même, les agriculteurs n'ont pas tous les mêmes raisonnements. Mais vous voyez que là, on paye cher des choix qui ont été décidés et on verra comment faire autrement, bien sûr. Et c'est une rupture complexe parce que quand c'était les paysans qui sélectionnaient leurs semences, donc je suis en train... Déjà, le soupçon, M. Fumier revient en arrière. Là, il est en train de réhabiliter des vieilles pratiques paysannes, l'âge de pierre à bougie. Non, peut-être pas quand même. Mais les paysans, avant de réensemencer l'année d'après, ils cherchaient des graines dans leurs champs. Et quitte à chercher les graines dans leurs champs, ils les cherchaient sur les plus beaux plants, les plus beaux épis, quand il y a 2 épis par plant, et sur les plus beaux grains. Et s'il y avait des insectes piqueurs-suceurs, vous savez, ces insectes qui piquent et sucent la sève des plantes, ben, les agriculteurs, ils cherchaient les graines sur les plants qui avaient été les moins affectés par ces pucerons ou autres insectes piqueurs-suceurs. Et leurs parents avaient fait ça, leurs grands-parents avaient fait ça. Et quand vous faites ça pendant des décennies et des siècles, vous parvenez à sélectionner des variétés, on dit tolérantes dans notre jargon, c'est-à-dire qui tolèrent la présence de l'insecte piqueur-suceur. Donc c'était une idée de vivre avec, mais avec les moindres ravages possibles. C'était pas éradiquer, c'était pas tuer. Et l'agriculture moderne de demain, je vous le dis tout de suite, ça va être celle-là aussi. Il va falloir vivre avec et non pas tuer. Puisque justement, c'est les produits qui tuent pour lesquels on s'interroge sur la santé humaine. Donc il va falloir se réinspirer de ça, de variétés tolérantes à des prédateurs, à des agents pathogènes, à des nématodes, de chacun de nos lieux. Mais les paysans avaient réussi à sélectionner une multitude de variétés adaptées à une multitude d'environnements. Et le mot variété méritait le nom de variété tellement c'était varié. Alors que maintenant on dit aux agriculteurs, écoutez, il faut adapter tous vos environnements pour un faible nombre de variétés. C'est-à-dire vous allez homogénéiser, quels que soient vos environnements, il faut 0 chenille, 0 ceci, 0 cela. Et ça, tous les écologues, en termes scientifiques, les écologues, vous diront que les écosystèmes les plus simplifiés, du blé, en ligne, pas de coquelicot, pas une chenille, rien, les écosystèmes les plus simplifiés sont les plus fragilisés. Et évidemment, tous les agriculteurs ici le savent, on a vu, un jour, il y a l'insecte piqueur-suceur mutant, résistant aux pesticides, il commence à proliférer, il n'y a plus la coccinelle pour le neutraliser parce qu'elle a été détruite par les pesticides, et on leur a dit, écoutez, c'est pas grave, une 2e molécule pesticide, et puis ensuite une 3e molécule pesticide, quand vous avez des insectes birésistants. Mais c'était fabuleux. La sélection paysanne, alors pour les insectes piqueurs-suceurs, ça vous faisait, alors peut-être pas sur les céréales, mais d'autres plantes maraîchères, ça vous faisait parfois des variétés velues, pleines de poils. L'insecte essaye de piquer et sucer la sève, et comme c'est plein de poils, ils y parviennent qu'une fois sur 20.
Ok. Incidence sur les rendements, faible. Ça peut tolérer leur présence. Quand un agriculteur un peu plus loin craint des chenilles, ça vous fait des feuilles lisses, cirées. Le papillon, il dépose son œuf sur la feuille et hop, l'œuf tombe tout de suite à terre. Alors qu'il y aurait eu des poils, il serait resté et la larve se serait développée, il serait attaqué la plante. Et maintenant, on est en train de découvrir des mécanismes dans les variétés paysannes d'autrefois. Il y a des variétés qui sont lisses et qui tolèrent les chenilles et les piqueurs suceurs, avec des feuilles lisses. Mais alors, l'insecte piqueur suceur, pourquoi il n'apporte pas de dégâts aux cultures? Alors, on est en train de découvrir, attention, là, on est dans la modernité de la science, bien que parfois, c'est variable évidemment selon les plantes et les prédateurs, hein, et bien, il y a des plantes pour lesquelles, dès qu'il y a une échancrure, une blessure occasionnée par un insecte, il se dégage un gaz volatile qui attire la coccinelle. Et la coccinelle va neutraliser l'insecte. Alors, évidemment, les agriculteurs qui ont sélectionné ça n'avaient pas connaissance de ces processus, mais y compris, je pense qu'on a pris beaucoup de retard pour essayer de comprendre ce genre de mécanisme. Et évidemment, l'agriculture moderne de demain, elle va s'inspirer de ces choses-là. À partir du moment où on comprend qu'est-ce qui peut être répulsif, qu'est-ce qui peut être attractif, si on commence à comprendre les interactions qu'il peut y avoir, effectivement, alors évidemment, on cite toujours la coccinelle avec le puceron, mais c'est la mésange avec les larves du carpocaps, c'est des choses bien plus compliquées. Hein. Mais l'agriculture moderne de demain, inspirée d'une discipline qu'on va appeler agroécologie, ce que l'agronomie n'aurait jamais dû cesser d'être. Savoir que l'objet de travail de l'agriculteur, c'est pas la plante et sa génétique, mais c'est pas non plus le sol ni le troupeau pris séparément, mais c'est un ensemble, un environnement, un agroécosystème aménagé par les agriculteurs dans lequel il y a le sol, la plante cultivée, les troupeaux domestiques, mais aussi des faunes sauvages, ici, des vers de terre, enfin et beaucoup de choses de ce genre, et des herbes adventices qu'on va qualifier comme ça et tout. Et c'est désormais l'agriculture moderne de demain, elle va essayer de prendre connaissance de ces interactions pour aménager au mieux ces écosystèmes, éventuellement accroître la valeur ajoutée à l'hectare chez nous, accroître les rendements dans les pays du Sud, et ça devient savant, ça devient, j'en conviens, un peu plus compliqué, un peu moins simplifié. Ça, vous allez le voir, il faut le reconnaître. Mais c'est bien ça l'idée. Bien, on va essayer, y compris donc, de réhabiliter un certain nombre de variétés tolérantes, un certain nombre de prédateurs, un certain nombre d'agents pathogènes. Alors, dans ce qui nous est arrivé de l'agriculture industrielle, il y a quand même le poids aussi de l'industrie, notamment l'industrie de transformation des produits agroalimentaires. Pareil, l'idée, elle est toujours produire davantage, au moindre coût, et du coup, l'industrie agroalimentaire, comme beaucoup d'industries, elle s'est, alors on dit modernisée, mais elle s'est équipée, elle est devenue mécanique, elle est même robotisée, et elle demande une matière première. Alors je donne l'exemple un peu toujours le même, des ateliers de découpe de canards. On n'est pas dans le Gers, c'est un peu dommage, mais vous avez déjà vu tous ces ateliers de découpe, c'est à la chaîne, c'est robotisé, on pourrait dire, et évidemment, l'industriel, ce qu'il veut, c'est une matière première standard. Pas question qu'un fermier arrive avec 10 canards, un petit, un gros, un tordu, un velu, le processus, c'est ébouillanté, c'est plumé, c'est épilé, c'est éventré, c'est viscéré, c'est découpé, c'est plus tard en sachet. Et il faut que les canards qui arrivent là, devant la chaîne, ils aient tous la même forme, tous le même poids. Et d'ailleurs, on va apporter aux éleveurs les canetons, tous apparentés, parce qu'on a fait en génétique animale un peu la même chose que pour les variétés végétales, donc les canetons tous apparentés, et la nourriture standard, et puis vous livrez ça d'un seul coup, élevage en bande, élevage en espace confiné. Si c'est trop confiné, shootez-les un peu aux antibiotiques à titre préventif et ce genre de choses. C'est pas génial. Sauf que, c'est ça que demande l'industrie. L'industrie ne supporte pas d'avoir un produit différencié. Et si l'agriculteur, si l'éleveur ne fournit pas le produit standard, merci. C'est bon. Merci. C'est bon. Et donc, s'il ne le fait pas, pénalité. Donc, vous avez des agriculteurs qui sont un peu coincés sur le plan de la génétique, les variétés inscrites au catalogue, les races dites améliorées, et un cahier des charges. Rappelez-vous, quand on a réussi ce tour de force en France, qu'on est quand même parvenu un jour à mettre du cheval dans du bœuf, rappelez-vous. Enfin, c'était dans les lasagnes. Mais l'entreprise, qui s'appelait Spanghero du nom du rugbyman, mais c'était pas eux, l'entreprise a dit « Ah, on s'est trompé de minerai. » Minerai. C'est une insulte aux agriculteurs. Même matière première, je veux dire. Pour l'industrie, oui, c'est une matière première. Pour l'agriculteur, c'est un produit fini. On va
on va valoriser une agriculture qui va faire des bons produits finis. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, encore, dans les contrats, les agriculteurs sont coincés quand même un peu. Vous savez, je sais que beaucoup d'exploitants agricoles, comme ils aiment bien se dire, ils se disent entrepreneurs, quoi. Et à un moment, on se demande si ce n'est pas des ouvriers payés au piège. Hein. Ceux qui livrent les canards, pénalité, ça dépend du nombre de canards, ça dépend de la qualité. Et alors évidemment, on leur laisse de plus le risque de la production. S'il y a des intempéries et tout, c'est eux qui prennent le risque. Ce n'est pas les industries semencières, ce n'est pas l'industrie alimentaire. Alors oui, alors là, c'est bien de donner de l'autonomie à des gens pour qu'ils prennent les risques, quoi. Mais c'est quand même parfois très dur. Alors j'en conviens, selon les productions, c'est pas toujours aussi grave et aussi méchant l'histoire.